Alors, écoutez, welcome à tous les trois pour cette vidéo. Voilà, je ne sais pas encore combien de temps elle va durer, mais en tout cas, voilà, j'espère qu'elle vous sera utile. En tout cas, voilà, c'est l'occasion pour moi de vous partager un peu avant l'atelier sur la théorie U. Donc la vision du MOOC grand public qu'on pouvait avoir à Colibri. Donc c'est vraiment une manière de voir le MOOC qui a été développé par Mathieu Labonne à l'époque directeur de Colibri et moi. Et qui a voilà, plutôt fait ses preuves, hein, puisqu'on avait quand même à chaque fois des grandes communautés qui suivaient, énormément de projets, et puis un équilibre financier. On va voir tout ça. Donc, plusieurs parties. D'abord, peut-être un peu vous parler de l'intention, puis après, on ira voir chaque partie, conception, production et animation, et on finira par le modèle éco. Donc, pour ce qui est de l'intention du MOOC, déjà, on a un peu une intention, à Colibri, on avait une intention un peu différente, qui était vraiment de faire émerger des projets concrets. Voilà, on s'en foutait que les gens apprennent des choses, même si on savait que c'était une condition nécessaire, mais elle n'était pas suffisante pour ce qu'on avait envie de faire. Donc il fallait à la fois leur permettre d'apprendre des choses, mais de leur donner aussi du pouvoir d'agir et puis de les mettre en relation pour que des collectifs émergent et que de ces collectifs émergent des projets. Donc clairement, on n'était pas les meilleurs ingénieurs pédagogiques en termes de structuration, de la transmission de connaissances. Mais par contre, on essayait voilà, de faire notre mieux pour ensuite mettre en relation donc les personnes avec de la connaissance, donc ça renforçait leur motivation et le pouvoir d'agir, et puis mettre des relations entre les personnes, voilà, je sais pas si c'est très français tout ce que je raconte, mais qui permettait voilà, de faire émerger des collectifs. Donc on crée, concrètement, on crée des rencontres, des prétextes, tout était prétexte en fait, à rencontres entre personnes et de toute façon après une fois que des gens motivés par la permaculture se rencontraient sur un lieu, sur un territoire, il y avait un jardin partagé, une forêt vivrière, voilà, des choses qui émergeaient. Donc voilà un peu pour l'intention et puis voilà par rapport à un contexte un peu différent du MOOC voilà, tel qu'on le fait actuellement. Donc pour ça, on avait tout un dispositif qu'on a développé au fil des années. Voilà. Donc pour la partie conception, déjà on s'appuyait souvent sur une méthodologie déjà testée par ailleurs sur des outils sûrs. Donc quand on pense à la permaculture par exemple, on s'intéressait au permaculture design course. Donc on s'est vraiment inspiré voilà, de ces 15 jours de cours en présentiel, fait partout dans le monde, avec un cadre précis. Et du coup, nous, on s'est véritablement inspiré de ce cadre pour créer le MOOC. Donc ça donne déjà une base très solide. Voilà. Contrairement à nous, voilà, on crée le référentiel de compétences, le processus, la méthodo, en même temps que les contenus, que l'animation et tout ça. Donc c'est sûr qu'on prend beaucoup plus de risques à cet endroit-là. Du coup, moi, la première question que j'aurais, c'est voilà, comment on peut s'appuyer sur l'expérience du DUIC, que ce soit dans les connaissances transmises, que dans la manière de les transmettre, pour faire ce MOOC grand public. Voilà. Ensuite, un groupe restreint. On s'appuyait, voilà, 4 à 6 personnes qui étaient choisies donc, pour leur expertise, bien évidemment, complémentaires si possible, pour éventuellement le temps qu'elles avaient de disponible, hein, parce que voilà, les experts sont souvent peu disponibles et du coup, c'est pas toujours évident. Et également aussi par la communauté qu'elles étaient capables d'intéresser. Voilà, entre deux, en fait, on choisissait pas une personne, on choisissait un partenaire, souvent une organisation, une association, un mouvement. Par exemple, pour le MOOC Zéro Déchet, c'est avec Zero Waste France. Et donc tout de suite, ça fait toute une communauté qui va pouvoir s'intéresser. En tout cas, ça fait des personnes très impliquées dans la communauté qui vont être intéressées à diffuser leur participation à ce MOOC dans toute la communauté.
Et dernier critère pour choisir ce petit groupe, et ben, c'était leur capacité à coopérer aussi. On a eu des personnes qui avaient une très belle expertise, du temps disponible, une super communauté, mais elles étaient voilà, réputées beaucoup trop euh, personnelles ou à chercher à se mettre en avant dans les projets auxquels elles participaient pour qu'on s'appuie vraiment sur elles. Donc voilà déjà, donc on a un petit groupe restreint de 4 à 6 personnes qui concevaient tout le scénario pédagogique. Donc pour nous, c'est l'équivalent du squelette. On définissait précisément voilà, chaque activité, est-ce que c'est un quiz, est-ce que c'est une vidéo, tout ça, et pour chaque vidéo, chaque article, chaque ressource, 2-3 idées globales qu'on attendait. Puisqu'après, bah, dans la production, et donc on passe maintenant à la production, dans la production, voilà, on va solliciter plus d'intervenants. Donc vraiment, l'idée, c'est toujours comment, en plus de partager des contenus, tout ça, comment on s'assure que ça va amener des gens, ça va intéresser les gens, ben parce qu'il y a beaucoup d'experts, parce que voilà, il y a des communautés qui ont vraiment envie de s'impliquer dans ce MOOC, et en tout cas qui se sentent impliquées et engagées parce qu'elles ont participé soit à la conception, soit à la production. Et du coup, elles avaient plus envie d'y aller. Donc, 10 à 15 intervenants en général. Donc ça, c'est pour le... Ça créait presque un côté événementiel, en fait. Hein. C'était pas un forum, comment dire, un festival en ligne ou quoi que ce soit, mais il y avait un peu cette idée de, sur 3 mois, 4 mois, on génère un intérêt particulier pour la thématique qu'on faisait. Donc 10 à 15 intervenants, et c'est là où le squelette a vraiment toute sa pertinence, c'est que les 15 intervenants, ils n'ont pas le temps de s'intéresser à tout le découpage. Alors bien évidemment, on va leur partager rapidement, mais on va pas leur demander de contribuer, puisque se mettre d'accord sur un scénario pédagogique à 15, il faudrait beaucoup de temps. Je serais ravi qu'on l'ait, mais j'en doute fortement. Et donc, on va leur demander de faire telle vidéo, voilà, pour tel module. Et donc, voilà, c'était mon rôle de leur expliquer ce qu'il y avait avant, ce qu'il y avait après, ce qui était déjà dit ailleurs, et donc de pas répéter tout ça. Donc, c'était un peu délicat quand même, hein, parce que c'était souvent des experts à qui on donnait la parole pendant des conférences de 1h30, 2 heures. Et puis là, globalement, je leur demandais de faire en 3 à 5 minutes la même chose. Donc ça les challenge. Pour ceux qui aiment, souvent ils adorent ce travail. Ça donne du coup des vidéos extrêmement qualitatives, puisque chaque phrase va être pesée. Donc là, c'était vraiment chouette. Et du coup, ça donne une durée de vie aux vidéos qui est beaucoup plus importante. Voilà, parce que qualitative. Donc là, je vois là, le MOOC permaculture, on l'a fait en 2017, si je dis pas de bêtises, ou 2018, et que les vidéos tournent encore, le MOOC gouvernance partagée aussi. Je suis assez halluciné en fait de voir à quel point c'est repris, même sur comment dire, des contextes très éloignés. De ceux qu'on avait imaginés au départ. Donc voilà, donc le domaine précis par intervenant, et puis on lui demande, du coup, tout était bénévole. Hein. On a parfois payé le groupe de conception, ou certaines personnes du groupe de conception, mais jamais ceux qui étaient en production. C'est vraiment l'idée de participer à un projet qui va avoir du sens, qu'on mettait en avant, et donc du coup forcément on peut pas leur demander non plus trop de temps, et donc du coup on leur demandait 1 ou 2 vidéos, 3 maximum, et un article, enfin voilà, par intervenant. Dans la production, on était vigilant, voilà, on faisait un parcours à tiroir, donc c'est-à-dire qu'à la fois on prévoyait le minimum, c'est-à-dire qu'un simple curieux puisse y trouver de l'intérêt et n'est pas trop voilà, de la curiosité, hein, du plaisir en fait à suivre le MOOC. Et puis on allait jusqu'à l'expert. Voilà, même un expert, il fallait qu'il puisse être nourri par ce qu'on allait lui proposer comme MOOC.
Et c'est ça qui permettait, donc les experts, bien évidemment, on les nourrissait par des ressources d'approfondissement. Et donc là, on pouvait vraiment se lâcher et mettre des ressources extrêmement pointues, nouvelles. Voilà, quand on parle de permaculture, par exemple, ou de gouvernance partagée, bah, des choses qui venaient de sortir, qui étaient très précises, des études scientifiques qui font 20 pages et tout ça, mais bien choisies dans le contexte du MOOC, ça plaisait énormément à certains et certaines. Voilà. Je vais faire une petite pause de respiration. J'espère que le rythme n'est pas trop dur pour vous. Passons à l'animation. L'animation, au fil du temps, ben, on l'a construite de plus en plus. Sur les derniers MOOC, ben, on faisait une formation de bénévoles en amont pour animer le forum, faciliter la communauté. Donc je ne vais pas détailler là exactement ce que j'entends par faciliter la communauté. Ce que je vois pour le MOOC Intelligence Collective, ben, c'est la possibilité de faciliter des groupes de projets, des groupes d'expérimentation par des anciens du DUIC qui auraient envie de se faire un peu la main avec un groupe. Et c'est clairement pour moi aussi un débouché économique à terme, mais je pourrais revenir là-dessus. Dans les mobilisations des intervenants, ben moi je pense bien évidemment à tous les experts que vous avez autour du DUIC. Et puis de comment on va penser ça comme un passage à l'échelle du DUIC. Alors Olivier m'avait déjà partagé que finalement en 10 ans là, d'expérience, les participants étaient de plus en plus compétents. Et c'est ça qui change énormément. Ça veut dire que voilà, ça se massifie à un niveau, la facilitation et tout ça. Voilà, je vais pas revenir dessus. Par contre, où j'en étais par rapport à tout ça? Oui, donc ça veut dire que comment on peut penser ce MOOC comme le premier étage de la fusée et non pas comme quelque chose à part du DUIC ou peut-être du DUEC. Enfin voilà, là c'est vous qui êtes plus expert. Mais j'aurais vraiment envie de penser ce MOOC grand public dans un écosystème au service des transitions, bien évidemment. Donc certes, on a voilà, l'étage le plus haut de la fusée, ce sera probablement le DUIC, et puis enfin, il y en a peut-être d'autres choses dans les tuyaux. Mais voilà, comment on va pouvoir amener une certaine culture, une certaine connaissance à un maximum de personnes. Donc il y a bien évidemment le MOOC, donc c'est un fil de connaissances, tout ça. Il y a toute la partie animation avec la possibilité de rencontrer des gens, de poser des questions, d'interagir entre eux. Et on mettait aussi en avant des webinaires. Donc l'occasion vraiment pour des experts, pour la communauté, de rencontrer des experts. Et donc là, ça permet à la fois de mettre en avant certains contenus, de rebondir sur l'actualité et de faire un côté événementiel dans les réseaux sociaux et tout ça, pour continuer à faire venir des gens sur le MOOC. Et ça met en avant aussi des acteurs. Voilà, toujours avec cette idée de lorsqu'un acteur participe au MOOC, ça veut dire que derrière, il va en faire la promotion et faire en sorte que ça ramène du monde. On ciblait aussi 2 à 3 têtes d'affiche. Donc il y en avait généralement au moins 1 ou 2 dans les webinaires. C'est plus facile à avoir un expert sur un temps très, très précis, voilà, 1h30, un soir, où lui il a quasiment rien à préparer et puis il répond aux questions des internautes. Mais il peut aussi intervenir dans les vidéos. En tout cas, ce que j'appelle des têtes d'affiche, c'est vraiment des gens qui vont intéresser les experts de la communauté de l'intelligence collective. Voilà, donc on pourra réfléchir le moment venu à qui sont finalement nos têtes d'affiche quand on parle d'intelligence collective. Ça permet d'avoir une diversité de profils en fait, le fait d'attirer les experts. Et donc après, les experts, ils contribuent souvent bien volontiers aussi aux questions des plus novices. Et c'est cette diversité qui nourrit la complexité et qui permet l'émergence. Voilà, donc il y avait à la fois, j'ai parlé des webinaires, j'ai parlé des interactions comme on en a déjà vu, un forum dédié, un fil de discussion type WhatsApp, Signal, voilà, nous c'était souvent un groupe Facebook fermé, mais ça
peut évoluer maintenant, vu que Facebook devient payant, ça peut peut-être avoir du sens d'aller ailleurs. Et puis une lettre d'info une fois par semaine. Donc la lettre d'info, elle a vraiment pour intention d'aller chercher ceux qui n'ont pas, qui sont un peu passifs ou que réactifs, et de les relancer en disant, mais regardez un peu, les contenus avancent, les modules s'ouvrent au fur et à mesure, le lien webinaire, et puis la communauté active aussi. Et c'était vraiment de mettre en avant la communauté, les projets, les rencontres de la communauté. On donnait un kit événement pour que n'importe quelle personne de la communauté puisse créer un événement. La plupart des événements, c'était 5 ou 6 personnes réunies dans une cuisine pour parler de gouvernance partagée, par exemple. Et puis après, ça pouvait aller jusqu'à des gros événements où il y avait 100, 150 personnes de réunies dans différentes villes de France. Voilà, à ce moment-là, c'était souvent on avait déjà un peu orchestré ça en amont avec comment dire, des groupes qu'on connaissait par ailleurs. Donc il y avait les groupes locaux Colibri, mais ça peut être aussi d'autres collectifs. Donc voilà un peu rapidement pour ce qui est de l'animation, et j'espère que vous arrivez à tenir le coup. Il reste juste à parler rapidement du modèle éco du MOOC. Donc nous, il y avait toujours Colibri qui payait la part ingénieur pédagogique, donc en gros mon salaire, hein, pour un an, puisque voilà, le cycle de production d'un MOOC à Colibri à la fin, c'était un an. Et tout le reste était, comment dire, tous les participants étaient bénévoles, voilà, à très peu d'exceptions près. Et on proposait aux participants de faire un don. Voilà, donc suivant l'attrait du MOOC, ça a pu être, on est toujours rentré dans nos frais. Donc en termes de production, si production audiovisuelle, pardon, on mettait entre 20 et 30 000 euros. Donc ça comprend les prestats de tournage par un professionnel, tournage et montage par un professionnel, et un service civique ou un stagiaire pour 6 mois. Et puis même à la fin, on avait 2 ou 3 services civiques. Et donc tout ça, donc c'était 20 à 30 000 euros qu'investissait Colibri en plus de ma rémunération. Et on est toujours rentré dans les fonds, en fait, à chaque MOOC. La participation consciente nourrissait ça. On faisait une attestation de suivi à la fin, et notamment, voilà, ça marchait. Les gens donnaient quand ils recevaient leur attestation de suivi, va comprendre. Mais voilà. Donc même si il y avait que, on va dire, allez, 2 à 5% des gens qui donnaient, ça pouvait faire jusqu'à 1000 personnes qui donnent. Et puis quand tu as 1000 personnes qui donnent en moyenne 50 euros, et en fait, voilà, là, cet exemple-là donnerait 50 000 euros. Mais voilà, en réalité, c'était un peu plus variable, entre voilà, 20 000 euros et jusqu'à 130 000 euros pour notre record. Donc, écoutez, voilà, je crois vous avoir à peu près tout partagé. J'espère que ça n'a pas été trop pénible à écouter, ces 18 minutes. Et puis, je serai ravi d'en parler avec vous par la suite. À bientôt!